Bonjour, il est 14 heures, à savoir rond jaune chez Pictocom, et Patrick Lattéro nous reçoit pour parler de neurogym. Donc nous continuons notre investigation pour savoir ce qu'est la neurogym. Et si je comprends bien, Patrick, la neurogym apparaît comme un nouveau territoire ou plutôt comme une nouvelle économie. Ouais, bah en fait, c'est les deux, hein. C'est-à-dire que quand Idriss Aberkan fait des conférences sur la neuroergonomie, il parle de libérer le cerveau. En fait, il parle de potentialité. Il parle d'un ancien monde qui va basculer dans un nouveau monde. Alors, les gouvernants aujourd'hui, ils sont focus sur les crypto-monnaies, ils sont focus sur les nouvelles énergies, l'économie verte, etc. Mais lui, et ça, il faut lui rendre grâce, Idriss Aberkan, grâce à ses conférences, a non seulement libéré le cerveau des gens de ses lecteurs, mais il a surtout libéré un possible dans la nouvelle économie qui s'appelle la neuroéconomie. Et donc sur ce territoire qu'il a amené en proposition pour inviter des gens qui pourraient s'installer sur ce territoire, comme à l'époque du Far West où les gens partaient avec la famille, les chiens, la mamie, et ils prenaient une caravane et ils traversaient tout le continent américain en espérant récupérer de l'or en Californie. D'ailleurs, l'État n'était même pas encore complètement délimité. Les gens partaient vers du possible. Le cerveau est un nouveau continent. C'est ce qu'il nous explique. Et sur ce nouveau continent, il va y avoir des territoires qui vont se délimiter. C'est pour ça que chez Pictocom, quand on a mis en place la neurogym, quand on a compris que depuis 50 000 heures, depuis plus de 15 ans, nous on était des spécialistes du ludique, donc de la neuroergonomie ludique, qu'on appelle aujourd'hui le NEL, neuro-ergo-ludo. En fait, nous on était déjà à l'ouest. Vous vous souvenez de cette expression, être à l'ouest, hein? Ben voilà, il y a des gens qui sont à l'est et puis d'autres qui sont à l'ouest. Et donc si je comprends bien, c'est à la fois un nouveau territoire et une nouvelle économie. Tout à fait, tout à fait. C'est non seulement un champ des possibles sur lequel les personnes, notamment la génération des geeks, ce qu'on appelle la génération des Y. Bon, moi j'ai 59 ans, je suis plutôt de la génération des Z. Bon. On voit bien que l'économie, elle essaye de catégoriser les personnes. Il y a les juniors d'un côté, il y a les seniors de l'autre, il y a les blocs, hein, la Chine, la Russie, l'Europe, les États-Unis, bon, les pays émergents. Mais le territoire sur lequel il va y avoir certainement de façon universelle un vrai projet où là, que tu sois chinois, peu importe où tu te trouves, peu importe l'âge que tu as, il y a des opportunités réelles qui vont être proposées pratiquement à tout le monde. Surtout ceux qui seront capables d'utiliser leurs neurones, d'utiliser le bon focus. Et il y a des signes avant-coureurs, hein. Quand Apple, par exemple, et c'est ce qu'explique aussi Idriss dans les conférences, a dessiné en investissant des sommes gigantesques les nouveaux plans de son siège social avec la grande bibliothèque de Bagdad, c'était bien un signe de la nouvelle économie sera une économie convergente vers l'échange des connaissances, vers les outils nouveaux de stimulation des hémisphères gauche et droit. Euh, on est dans un nouveau paradigme. Il y avait l'ancien monde et il y a le nouveau monde. Et alors nous, avec Pictocom, on a planté notre drapeau, hein, le NEL, la neuro-ergo-ludo, sur le territoire découvert ou mis en avant par Monsieur Aberkan, qui est la neuroergonomie, elle-même territoire de la nouvelle économie qui s'appelle la neuroéconomie. Bon. Après, tu as tout le champ d'investigation des champs altérés de conscience, il y a les médecines douces, il y a... bon. Je te prends un autre exemple. Bernard Werber, quand il parle du sixième continent avec le continent du sommeil, qui est un champ altéré aussi de la conscience,
On est dans de la neuroergonomie. On est dans ce que M. Aberkan nous propose avec une libération complète des capacités cérébrales. Chez Pictocom, avec la neurogym, nous, on se contente juste sur notre petit territoire de stimuler l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit en jouant. Voilà. Nous, on est des petits artisans de la neuroergonomie, mais en même temps, on est peut-être un peu les natifs de ce territoire, de ce continent de la neuroergonomie, parce que ça fait déjà plus de 20 ans qu'on était, nous, déjà neuroergonomes en mode ludique. D'accord. Donc, donc comme on peut le voir, l'aneurogym est composé de pictogrammes. Donc, ces pictogrammes, ça fait penser un petit peu à l'urbanisation de l'information dans le monde informatique. Et c'est une culture chez vous, l'informatique, ou c'est plutôt le côté ludique qui ressort? Alors, c'est pas seulement, on Parce va que vous, dire, j'avais pas fini, mais parce que vous parlez souvent d'algorithmes, de choses comme ça. Donc, pour situer, vous partez quoi? Du monde du jeu, du monde de l'informatique? bah, on est un peu la synthèse de tout ça, hein. Moi, il y a plein d'années en arrière, dans les années 84, j'ai travaillé sur un projet qui s'appelait Architrion. On vendait à Apple à l'époque de la CAO-DAO en 3D volumique. Et c'était une technologie qui venait de l'école des mines, qu'on a proposée dans les années 84 au moment où le Mac est arrivé sur le marché. Et Apple nous a tout de suite repéré comme étant une solution verticale pour une offre où sur le marché horizontal des PC, le Mac évidemment était le PC nouvelle génération. Et ce qu'on amenait avec de la 3D à l'époque a permis de verticaliser des solutions où profession par profession, le Macintosh s'est professionnalisé très très vite avec la solution pour les imprimeurs avec PageMaker, la solution donc architecte et bureau d'études avec Architrion. Il y avait des solutions aussi en design, il y avait des solutions en mécanique avec AutoCAD. Bon, donc moi je viens de ce monde-là. Et aujourd'hui, la stimulation neuroergonomique, évidemment ça me parle, parce qu'entre-temps il y a eu Internet, entre-temps il y a eu une espèce d'accélération fantastique des possibles. Et nous, ce qu'on a mis au point, en fait, c'est un langage. Tu vois, là, il est là. Hein. On a un alphabet. Parce qu'on vient du monde du jeu, donc on a créé avec les enfants. Parce qu'en plus, la neurogym, c'est une méthode qui a été développée avec les enfants pendant plusieurs années. Sur les salons de jeu, en fait, quand on jouait avec les cartes des pictogames, quand on jouait avec les outils, on va dire, de la gamme Picto, euh, les enfants eux-mêmes nous interpellaient en disant ah, elle est belle la croix, ah, il est beau le carré vert, ah, c'est. Waouh. Et ils nous disaient tiens, ça me fait penser à ça, ah, bah le triangle, ça me fait penser aussi à ça, bon. Ah, bah le carré, il est carré comme mon papa. Ah bon, pourquoi ton papa il est carré? Ah oui, oui, il est carré, hein. Quand il range son garage, les clés de 12 elles sont sur le tableau. Bon. Donc on a vite compris qu'il y avait un intérêt réel au niveau algorithmique avec les enfants à comprendre que le monde de demain, pour la neuroergonomie et faire l'interface entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit, il allait falloir passer aussi par de la linguistique. Et la linguistique, en termes de neuroergonomie, c'est un des outils qui permet d'encoder nos pensées. Donc quand tu as des actions à mener, ça passe d'abord par l'encodage de tes pensées. Les neurosciences nous ont appris il n'y a pas très longtemps qu'on en avait quand même 60 000 par jour à peu près. Hein. Bon, donc qu'est-ce qu'on fait de toutes ces pensées-actions? Un, il faut les encoder, et puis ensuite, il faut les mettre en action. Voilà. Donc la neuroergonomie ludique permet de jouer avec ces pensées-actions et de stimuler en même temps les deux hémisphères, gauche et droit, pour arriver à des résultats complètement bluffants, hein, parfois. D'accord. En coulisses, tout à l'heure, tu me parlais d'operating system. J'aimerais bien que tu étayes cette notion par rapport à votre algorithme et par rapport à tous ces pictogrammes. En quoi c'est un operating system et qu'est-ce que c'est qu'un operating system? Alors, un operating system, en fait, c'est une interface
qui va faire que, si tu prends l'operating system, alors on parlait du Macintosh tout à l'heure, ça a été le premier operating system qui, avec son interface graphique, a rendu l'ordinateur complètement accessible à monsieur et madame tout le monde. Ce qui d'ailleurs avait bien embêté les stratégies des PC de l'époque, où IBM, à chaque fois, avait voulu rendre ridicule. Tu te souviens, Idriss Aberkan, dans ses conférences, il parle toujours, hein, ridicule, dangereux. Oui, Schopenhauer, oui. Bon, Schopenhauer, exactement. Oui, Bon. Et donc, à l'époque, la souris, ridicule. L'interface graphique, une poubelle, je prends les fichiers, je fais des copier-coller. Mike Paint, un gamin pouvait utiliser l'ordinateur pour faire des dessins. Ridicule, enfantin. Et puis, est-ce que c'était pas finalement dangereux qu'une femme des ménages puisse se servir d'un ordinateur? Voilà. Bon, donc on a passé heureusement cet ancien monde vers un nouveau monde avec la pertinence et la persistance. Heureusement que Apple a su persévérer et n'a pas été mis dans la poubelle de son propre Finder. Je parlerai dans une autre vidéo de toute la période John Sculley chez Apple parce que le dinosaure que je suis, où j'ai connu moi la période Jurassic Park de l'informatique dans les années 84, on peut rendre aussi témoignage de ce qui s'est passé dans ces années-là. Surtout que la génération Y qui est complètement geek, c'est bien. Elle se sert des iPhones. Nous, on a les nôtres, les iPhone Paleo, on les avait déjà montrés dans d'autres vidéos. Ils sont complètement geeks, mais ils ne connaissent pas l'histoire. Ou des fois, ils ont un peu du mal à... Donc là, on aura aussi une série de vidéos chez Pictocom pour rappeler ces histoires-là. D'où on vient. D'accord. Donc, si je comprends bien, chez Pictocom, vous voulez rendre accessible la neurogym, les neurosciences, grâce à la neurogym. Tout à fait. Tout à fait. D'accord. La neurogym est un possible neuronal très focus hémisphère gauche, hémisphère droit, puisque à chaque fois que tu nous montres des pictos, un pictogramme à l'équilibre parfait, et c'est là où je m'étonne un peu que dans les conférences de M. Aberkan, le côté très équilibré, très simple, très enfantin du pictogramme ne soit pas en fait le logo ou le logos évident de la neuroergonomie. Plus équilibré et plus facile à focuser hémisphère gauche et hémisphère droit qu'un pictogramme, c'est l'équilibre parfait. Je peux même, par exemple, te montrer, c'est ce qu'on fait nous dans nos conférences et dans nos actions de formation. Quand on présente ici les pictos triangles, ronds, carrés qui sont hémisphère gauche, on a du mal parfois à voir des logos simples comme la piste cyclable ici, ou un gorille qui est ici et un dinosaure qui est ici. Mais si on tourne les pages dans tous les sens, à un moment donné, on finit par perdre les informations simples. Alors que les pictogrammes, eux, ils restent parfaitement équilibrés. Donc, vous avez choisi ces pictogrammes parce qu'ils sont universels et parce qu'eux aussi, ils ont peut-être un intérêt au niveau cognitif? Alors, ils ont non seulement un intérêt cognitif, mais si tu regardes bien aujourd'hui les pictos dans le monde urbain ou on va dire, dans des espaces de communication avec les agences de com, quand ils font des logos, à chaque fois, ils mettent de la géométrie. On a souvent des triangles, par exemple, sur les logos des compagnies d'assurance. On a souvent des carrés sur des informations où l'agence de com, les gens qui ont réfléchi au sens du message pour renforcer visuellement le message, ils ont bien voulu montrer que le carré de chocolat, c'est bon, c'est du magnésium et ça va focuser une information dans le carré. Bon, voilà. Donc la géométrie, elle, hémisphère gauche, ce qui veut dire qu'au niveau neuroergonomique, le picto à base de géométrie et de couleur, il a cet équilibre magique. Il est 50% hémisphère gauche par la géométrie et il est 50% hémisphère droit par la couleur. Donc en fait, quand on joue
au NeuroGames, quand on fait de la gymnastique neuronale ou neurogym, on stimule de façon inconsciente nos différents lobes cérébraux parce que en fait, il y a ces formes en présence. Tout à fait. Si la PlayStation, elle a quatre pictos, triangle, croix, carré et rond, c'est pas par hasard, hein. Les développeurs de Sony, quand ils ont mis au point la manette, ils avaient le choix entre plein de géométries possibles. Ils ont pris les quatre formes principales, les quatre formes focus d'un enfant de 3 ans. D'ailleurs, Fisher-Price, ou les premiers jeux entre 3 ans et 1 an, sont à nouveau à base de formes triangle, croix, carré et rond, qu'on retrouve comme les principes géométriques cognitifs chez un nourrisson. John Winnicott, dans Jeux et réalité, il l'explique parfaitement. Et les couleurs dans tout ça, c'est aussi des couleurs qui ont été choisies parce que là, je vois du rose, du bleu, du vert, du jaune. Moi, ça me fait penser, moi j'ai une culture geek aussi, ça me fait penser au CMJN de l'imprimerie aussi, ou le RVB dans le monde web. Voilà, bah, regarde, je te montre des fiches, par exemple, qu'on utilise, nous, en formation, si tu veux les rapprocher de la caméra. Ouais, pourquoi vous avez choisi ces couleurs-là en fait? Bah, en fait, c'est très simple. Les couleurs, quand tu veux faire apprendre à un enfant ou donc un senior avec la neurogym, tu as besoin des couleurs primaires. Le cyan, magenta, c'est les couleurs de l'imprimerie. Donc, au niveau de la neurogym, on a retenu, nous, 5 couleurs. C'est pas parce que ces couleurs-là ont une certaine comment dire, impression rétinienne, ça joue pas aussi à ce niveau-là? Tout à fait, tout à fait. Mais tout est rétinien. Les cellules rétiniennes, quand tu veux apprendre quelque chose, dans le monde animal, les informations, elles passent d'abord par le visuel. Ils n'ont pas de langage, hein, donc eux, pour le coup, ils sont obligés de faire avec ce qu'ils voient, ce qu'ils sentent. Après, leur ressenti, ça c'est déjà un peu plus complexe, mais l'information focus hémisphère gauche et hémisphère droit passe de toute façon d'abord par les cellules rétiniennes. Si je te mets dans une pièce avec un bandeau sur les yeux et que je soulève le bandeau, tu n'as que 2 secondes pour mémoriser des informations. Si tu es dans un appartement, les premières choses que ton cerveau va avoir enregistrées, c'est peut-être un carré noir d'une certaine forme. Après, c'est la base de données de l'information profonde qui va faire que carré noir dans une pièce ou dans un studio, il y a de grandes chances que ce soit un téléviseur. Bon, mais après, les ronds au plafond, bah, ça sera des lampes. Ton cerveau aura peut-être visualisé le carrelage avec des carrés un peu partout sur le carrelage. Si c'était des losanges, il va comprendre que ton carrelage, il était plutôt en mode design moderne. D'accord. Donc en fait, si j'ai bien compris, les pictogrammes là sont utilisés euh, pour aller à l'essentiel, pour aller plus rapidement. C'est-à-dire, je vois un triangle, je sais que c'est comme sur le code de la route, telle information, et donc ça stimule telle partie du cerveau, ou c'est juste un triangle Bah, si quelconque. si tu as du triangle sur le code de la route, hein, enfin sur les panneaux du code de la route, là aussi, c'est pas par hasard. C'est parce que ton cerveau, il est programmé pour réceptionner le plus rapidement possible de la géométrie. Bon, c'est ce qu'on est en train d'expliquer. Donc tu es en Et train de me dire qu'en réalité, vos jeux utilisent des pictogrammes parce que c'est la façon la plus primaire du cerveau de fonctionner. Et en fait, comme vos jeux sont orientés, ils sont focus sur les MND, donc on rappelle ce que c'est les MND, donc les maladies neurodégénératives comme Alzheimer. Donc les gens qui sont affectés par ce genre de maladie ne peuvent plus communiquer avec des formes complexes, comme tu l'as montré, un gorille, un singe tout à ou fait, autre. tout à fait. À un moment donné, quand le cerveau est impacté par une maladie type Alzheimer, bon, nous, on n'est pas des scientifiques, hein, nous, on reste uniquement sur notre approche de la neuro-ergo-ludo, hein, nous, on n'est que sur le territoire de apprendre par le jeu devient effectivement un jeu d'enfant. Ce qui est valable pour l'enfant est valable pour le senior. Donc quand le senior perd des facultés cognitives importantes, il faut le reconnecter à l'enfant qu'il a été.
et redémarrer, on va dire, toute une série d'actions-réactions en stimulant son hémisphère gauche et son hémisphère droit, avec ce que l'enfant de 5-6 mois réapprenait au tout début de sa vie, avec d'abord des ronds, donc on lui donnait une boule, et il fallait qu'il mette la boule dans le cercle, donc il y avait une notion de volume et une notion de géométrie à plat. Quand il était dans son landau, je ne sais pas si tu te souviens, tu avais le bandeau où le prisme, il ne pouvait passer que dans le triangle, le cube ne pouvait passer que dans le carré à plat, etc. Donc la méthode est basée sur les 5 formes de base les plus simples: le triangle, la croix, le carré, le rond et la cible. Donc en même temps, c'est les plus simples, mais c'est celles qui stimulent directement le cerveau, c'est ça? Ah bah oui, c'est complètement neuronal. Plus simple qu'un triangle à repérer ou à mémoriser, c'est bien plus simple de repérer un triangle que de repérer un pentagone ou on va dire un octogone. Un pentagramme, ça va être aussi une forme complexe. Une étoile à 5 branches ou à 6 branches, c'est déjà plus complexe. Combien il y avait d'étoiles, combien il y avait de branches sur l'étoile, etc. Donc les formes de base qu'on utilise donc pour la neurogym avec nos seniors qui ont des handicaps réels parce qu'ils sont impactés par les maladies neurodégénératives, il faut qu'on aille à un focus simple. Triangle, croix, carré, rond, cible et des couleurs primaires, du mauve, du jaune, du bleu, du vert et du noir.